Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci de rester fidèle au programme de la radio Omega. Vous nous écoutez sur les 103.9 à Ouagadougou, les 104.7 à Bobo Dioulasso, encore les 3 fois www.omegabf.net. Donc je rappelle, je suis avec le docteur Abdul Karim Saïdou. Il est enseignant-chercheur à l'université Ouagadougou et maître Stanislas Peniwende Sankara, donc de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, donc la langue ne va plus glisser. Et docteur, je vais commencer avec vous. Quelle appréciation vous faites des idéologies justement politiques qui ont été expérimentées ici au Burkina? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Alors, quand on observe les courants idéologiques qui ont été expérimentés au Burkina Faso depuis les indépendances, on constate d'abord que le Burkina Faso n'a pas évolué en vase clos. Parce que pour l'essentiel, ces idéologies, on les retrouve dans la plupart des pays du monde, surtout à cette époque-là marquée par la guerre froide, où on avait la confrontation entre les deux grands courants classiques, le communisme d'une part, porté par l'Union soviétique et ses pays partenaires ou satellites, et puis la doctrine libérale qui était portée par des pays comme les États-Unis, la France, l'Europe occidentale de façon générale. Donc, dans cette période issue des indépendances, on peut considérer que les élites politiques burkinabées s'étaient inscrites également dans cette lutte idéologique où il fallait défendre un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idéaux. Mais les élites africaines avaient aussi leurs spécificités parce qu'on observe une prédominance des idées de gauche qui s'explique par des facteurs historiques parce que au lendemain pendant la décolonisation, effectivement, les pays de l'Est avaient soutenu le mouvement anticolonial, le mouvement de la décolonisation à travers le monde. Et c'est tout à fait de façon naturelle que cette alliance-là s'était tissée entre les mouvements de gauche et les partis, les mouvements indépendantistes africains. Mais l'Afrique avait aussi sa spécificité parce que il ne faut pas oublier les expériences de l'idéologie Ujamaa, par exemple en Tanzanie avec Nyerere, avec le socialisme africain porté par des leaders comme Senghor, des leaders comme Sékou Touré, comme Nyerere, qui prônaient une sorte de retour aux sources, donc qui ne se fondait pas sur la lutte des classes, comme c'est le cas du marxisme. Donc disons que de façon générale, on a observé une forte implication des élites africaines dans le débat idéologique mondial. Maintenant, après la fin de la guerre froide, on a observé avec le triomphe du libéralisme un certain relâchement sur le plan idéologique, mais je pense que les idéologies n'ont pas disparu. Actuellement, les idéologies font partie du jeu politique. Les idéologies font partie du jeu politique. Maître Sankara, en tant qu'homme politique, est-ce que ces questions d'idéologie ont un aspect particulier pour vous? Bien sûr que oui. D'abord, l'idéologie, de mon point de vue, comme vous l'avez défini au tout début de votre propos, devrait pouvoir être la doctrine, ce système de pensée qui devrait diriger l'action politique, donc être à la base même de la gouvernance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être un acteur politique si votre action politique n'est pas fondée sur une aspiration collective, commune du groupe social auquel vous appartenez. Mais je pense que l'idéologie ne devrait pas se confondre avec l'idéalisme, j'allais dire, mythique. Et à la limite, pour moi, l'idéologie, c'est le devoir de vivre ensemble, de prendre en main son destin, comme on le dit, et de s'assurer avec l'art de gouverner qu'on a les mêmes rêves dans le même lit. D'accord, maître, votre parti est d'obédience sankariste. Quand on parle de sankarisme, on sait que la révolution d'août 83, ça s'inscrivait dans ce contexte aussi. Il y avait cette idéologie communiste aussi qui était là, alors que dans la définition tout de suite, il y a le docteur Saïdou qui parlait de la lutte justement qui a entraîné la naissance de certaines idéologies, ou encore ce retour aux sources. Et dans quelle logique vous vous inscrivez? Est-ce un retour aux sources ou bien vous vous inscrivez dans la lutte contre l'impérialisme?
très bonne question. Je voudrais d'abord rappeler qu'en 2007, nous avons, en tant que parti sankariste, tous ceux qui s'en réclamaient, on s'est retrouvés autour d'un symposium pour discuter du contenu à mettre dans le vocable sankarisme. Et certains ont même dit qu'il fallait conceptualiser le sankarisme, c'est-à-dire lui donner un corpus, afin que ce soit une idéologie, une doctrine. Mais quand on se réfère aux différentes définitions de ce qu'est l'idéologie, de mon point de vue, la question demeure posée. Je prends un exemple. Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a été une icône de la lutte contre l'apartheid, et il reste un symbole. Vous prenez Patrice Lumumba au Congo ou Kwame Nkrumah au Ghana, qui sont des dévanciers et qui sont des repères, même pour le président Thomas Sankara. Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'une idéologie lumumbiste, nkrumahiste? Est-ce qu'on parle d'une idéologie Nelson Mandela? Au Burkina Faso, ce qui a fait que, à un moment donné, on a pensé à une idéologie qui peut prendre un corps, mais qui n'est pas encore arrivé, c'est tout un travail qu'il faut faire pour donner un contenu qui soit le reflet des aspirations des Burkinabés. Et je pense qu'avec l'insurrection populaire et la résistance active, ces phénomènes qui ont remis l'image du président Sankara et qui ont exalté et magnifié des valeurs qui sont les nôtres, fondées sur le burkinisme, c'est-à-dire l'intégrité comme repère, m'amène de façon comparative à dire, par exemple, si on a pu dire que le marxisme-léninisme est une doctrine fondée d'une part sur le capital, mais d'autre part sur la dictature du prolétariat, les Burkinabés ont voulu faire de l'intégrité en tant que sève nourricière de notre démocratie un pilier incarné par le président Sankara. D'accord, un pilier incarné par le président Sankara. Docteur, est-ce que vous faites une différence quand on parle de communisme ou encore de sankarisme? Ou bien vous trouvez tout simplement que c'est le même bloc, ou bien pour encore franchir le pas, aller vers la social-démocratie? Non, je pense que si on suit de près, si on observe ce qui s'est passé sous la Révolution, on peut dire que peut-être à 50%, le sankarisme a puisé dans le répertoire communiste. Lorsqu'on prend les slogans, lorsqu'on prend le discours d'orientation politique, il y a des références au marxisme, au communisme. Mais le communisme n'est pas la seule source qui a alimenté le sankarisme, parce que vous avez également le nationalisme que l'on retrouve. Quand vous parlez par exemple de la patrie ou la mort, nous vaincrons, qui renvoie au patriotisme, c'est une valeur qui est considérée comme quelque chose de rétrograde, par exemple par les communistes. Voilà, qui estiment que la lutte doit être internationaliste, qui prône une sorte d'universalisme, et donc qui rejette toute forme de repli sur une patrie ou sur une nation. Et on observe aussi qu'il y a une sorte de retour aux sources. Sankara a puisé également dans les traditions africaines. Voilà, c'est ainsi qu'on a changé le nom du pays en Burkina Faso. On a changé aussi la dénomination de certains textes juridiques en utilisant justement les noms traditionnels. On a valorisé le Faso d'Anfani. Donc je pense que le sankarisme a plusieurs sources, a puisé dans plusieurs répertoires idéologiques, et c'est ça qui fait son originalité. Et de mon point de vue, s'il faut conceptualiser justement le sankarisme, il faut voir ces différents aspects-là, qui fait que finalement c'est une doctrine hybride, voilà, qui a fait une sorte de synthèse, je dirais, très intelligente entre plusieurs courants idéologiques. Et de mon point de vue aujourd'hui, ce qui constitue le socle, comme l'a dit M. Sankara, c'est l'intégrité. Et vous voyez l'intégrité aujourd'hui dans le vocable au plan international, depuis la fin de la guerre froide, avec les écrits, les publications de la Banque mondiale, c'est le concept de bonne gouvernance. Mais Sankara a été pionnier en matière de bonne gouvernance. C'est sous la Révolution qu'on a vu pour la première fois au monde un chef d'État qui déclare ses biens. En France, c'est sous Hollande
qu'on a vu une telle pratique se développer. Donc le Burkina a été à l'avance sous la période Sankaré sur certaines questions, telles que la question de l'écologie aujourd'hui, les valeurs qui sont défendues par le mouvement altermondialiste, qu'on retrouve justement dans l'expérience sankariste. Prenez aussi la question de la libération de la femme, l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font, des ONG, des États, parce que c'est une conditionnalité des bailleurs de fonds. Quand vous écrivez un projet, tant qu'il n'y a pas une approche genre, c'est rejeté par les partenaires techniques et financiers. Mais sous la Révolution, cela a été fait de façon spontanée. C'est une approche endogène qui avait permis justement au Burkina Faso d'être un des pays pionniers en la matière. Et je trouve qu'il est tout à fait normal aujourd'hui que justement les acteurs fassent, en tout cas, revisitent ce concept-là pour lui donner un contenu beaucoup plus précis. Donc, ça dit tout simplement que vous êtes pour cette voie qui va aller au-delà justement des concepts que nous avons empruntés de l'Occident. Oui, je pense qu'il faut faire une synthèse intelligente, parce que vous avez des valeurs qui sont universelles. Quand vous prenez les mouvements de gauche, les valeurs telles que la solidarité, la question de l'égalité sociale, la question de la justice sociale, ce sont des valeurs que vous retrouvez dans toutes les sociétés du monde, qui sont défendues par les peuples à travers le monde. Et je pense que Sankara lui-même l'a dit que la révolution était l'héritière de plusieurs révolutions. La révolution française, la révolution russe, le soulèvement populaire de 66 et de beaucoup d'autres combats qui ont été menés par les peuples épris de paix, épris de liberté, de démocratie à travers le monde. Donc, une idéologie ne peut pas s'enfermer dans un carcan, je dirais, national ou nationaliste. Elle doit s'ouvrir. Parce que quand on analyse justement, on se rend compte que ce sont des valeurs qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde. D'accord. Donc voilà, en parlant du sankarisme, maintenant, Maître Sankara, est-ce que vous ne pensez pas, quand on parle aussi de sankarisme, que dans la conceptualisation, on doit aussi ouvrir vers d'autres courants? C'est qu'un ouvrage de référence, c'est aussi l'ouvrage du professeur Julien Kizero, quand il parle de développement endogène. Il y a aussi cette troisième voie qui a été proposée par le professeur Dr Laurent Bado, donc quand il parle de tertiarisme ou même le grégarisme. Est-ce que justement dans la conceptualisation, on peut tenir compte de l'ensemble de ces valeurs? Monsieur Paré, je l'ai dit tout à l'heure, de par le passé c'était plus compliqué parce que quand on va aux origines, depuis notamment le 15 octobre 1987, il y a eu plusieurs évolutions de ce courant qui aujourd'hui se retrouve par osmose, j'allais dire, au niveau du tissu social, au niveau du tissu économique, parce que là, on réclame une meilleure gouvernance, mais aussi au niveau du tissu politique, qui serait de prendre l'action politique du président Sankara comme un exemple, comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, parce que de nos jours, quand vous observez même au niveau de l'Afrique, et même au niveau du monde, le Burkina Faso est cité chaque fois en exemple et on fait allusion à l'action politique du président Sankara. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui se disent sankaristes, qui sont aussi bien à droite qu'à gauche. D'où cette question, cette problématique de se demander est-ce qu'effectivement il y a une idéologie sous-jacente qui confine, par exemple, le sankarisme plus à gauche qu'à droite. Vous vous inscrivez de quel... Non, à l'UNIL-PS, nous sommes clairs, nous réclamons du socialisme. Donc, nous réclamons de la grande famille de gauche. Donc, est-ce que vous vous indignez, par exemple, de voir que les sankaristes se retrouvent avec des gens qui se réclament plutôt du libéralisme? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire que l'UNIL-MS, qui est, si vous voulez, le parti à l'origine de sa création, très rapidement, nous avons adhéré à l'UPAD. L'UPAD, c'est quoi? C'est une union de partis politiques où vous avez des partis de gauche, mais aussi des partis de droite. Et à l'époque, nous avons été clairs pour dire que même le président Sankara combattait le dogmatisme. Et il pensait qu'il fallait plutôt mettre au devant de l'action politique des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que nous, à l'UNIL-PS, nous essayons de reprendre pour dire qu'il faudrait les exalter, les défendre et faire en sorte que notre action politique soit justement dirigée par une gouvernance
qui corroborent ces idéaux que nous défendons. Donc nous ne nous offusquons pas de voir aujourd'hui des partis qui se réclament donc de la droite, mais qui défendent les mêmes valeurs que nous. Okay. Et d'ailleurs, j'ai précisé qu'après l'insurrection et après la résistance, vous avez vu que le président Sankara, Thomas Sankara, appartient à tous les Burkinabés, quel que soit leur bord politique, religieux. D'accord, donc maintenant, docteur, est-ce que vous, en tant que politologue, en tant que spécialiste de ces questions, qu'est-ce que cela vous fait de voir? On a l'impression des fois que ça va dans tous les sens. Donc, des gens peut-être qu'on croit un temps à gauche se retrouvent peut-être à droite. Et si vous remarquez, comme le disait tout de suite Maître, pendant la campagne électorale, on a vu par exemple des responsables de partis politiques qui se réclament du libéralisme, se réclamant effectivement du président Thomas Sankara. Non, je pense que par rapport à la figure de Thomas Sankara, comme Maître l'a dit, ça transcende les idéologies. Hein. Et c'est une bonne chose que le Burkina Faso ait décidé d'en faire un héros national. C'est-à-dire que la figure de Sankara... Parce que qui peut oser dire qu'il ne se réclame pas de la pensée de Thomas Sankara? Parce que Thomas Sankara, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Thomas Sankara, c'est quoi? C'est l'intégrité. Thomas Sankara, c'est quoi? C'est la discipline, c'est le travail, c'est le don de soi, c'est le sacrifice. Qui peut oser se démarquer de la figure de Thomas Sankara et en même temps se réclamer de Thomas Sankara peut être dangereux pour les hommes politiques qui ne sont pas vertueux. Parce que si vous réclamez de la figure de Thomas Sankara, mais les citoyens vont vous apprécier à l'aune de Thomas Sankara, sous le prisme justement de la politique qui a été promue par Thomas Sankara. On va se demander, est-ce que vous êtes suffisamment intègre? Voilà. Est-ce que vous avez respecté les procédures en matière de déclaration des biens pour ceux qui sont assujettis à cette procédure-là? Est-ce qu'on vous sent proche du peuple? Parce que Thomas Sankara, c'est ça. C'était l'homme du peuple. C'était le dirigeant simple, humble, qui vit les réalités de son pays, qui dit les 4 vérités aux grands de ce monde. Donc, les gens vont vous apprécier, vous évaluer en fonction de votre capacité à respecter justement la ligne de conduite qui a été celle de Thomas Sankara. Et de mon point de vue, c'est quelque chose de fondamentalement positif pour le Burkina Faso. Le fait que Sankara ait inspiré l'insurrection populaire signifie que les jeunes, plus particulièrement, croient à des idées. Vous savez, la politique sans idéal n'a pas de sens. Mais justement, docteur, est-ce que l'instruction ne devrait pas être une opportunité aussi de travailler à faire de ce sankarisme une idéologie ou bien en tout cas lancer les bases justement d'un développement qui va s'inspirer de ce sankarisme-là? Oui, je pense que les réflexions sont en cours. Je pense qu'il y a un symposium qui se prépare pour le 2 octobre. Et comme M. Sankara l'a dit, j'étais là en 2007, il y a eu des réflexions qui ont été esquissées. Je pense que le processus est en cours. Mais en attendant que cela soit formalisé de façon beaucoup plus élaborée, beaucoup plus raffinée, je pense que les gens sont aujourd'hui d'accord sur le fait que ce qui constitue quand même un des socles fondamentaux du sankarisme, c'est la question de l'intégrité. C'est la question de la bonne gouvernance. C'est le fait de diriger en fait de l'intérêt du plus grand nombre, de rendre compte, de respecter la loi, d'être transparent dans la gestion des affaires publiques. Et ça, ce sont des choses qui sont déjà inscrites. Si vous regardez dans nos législations, les différentes lois, les différents textes, les différentes institutions qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption, pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, je pense que tout cela participe du sankarisme. Maintenant, dans ce contexte mondial, est-ce que c'est possible justement d'appliquer tout ce que Thomas Sankara défendait? Mais je vous avais parlé tout à l'heure de la France, qui a commencé sous Hollande il y a quelques années de cela à instituer la déclaration des patrimoines des ministres. Docteur, si on prend dans l'autre sens, si vous prenez par exemple la promotion des valeurs, et justement bien, si on revient sur le consommant burkinabé, est-ce que cela ne risque pas aussi d'être confronté à un certain nombre d'accords aussi peut-être qu'on a ratifié à l'international? Alors c'est bien de poser la question parce que ça nous ramène justement à une question fondamentale qui a été posée sous la Révolution, la question du panafricanisme. Une des visions de Sankara aussi, c'était ça. En s'inspirant des grands pionniers comme Nkrumah, comme Lumumba, c'est que Joseph Kizerbo l'a dit, le développement endogène sera panafricain ou ne sera pas. Moi, je suis fondamentalement convaincu que nos États n'ont pas d'avenir dans le cadre des micro-États, parce que nos États ne sont pas viables. Il faut qu'on se dise cette vérité. Nos États ne sont pas viables. Citez-moi un seul domaine
dans lesquels nos pays peuvent être viables. Sécurité, économie, éducation, agriculture, non. Donc l'avenir est dans le panafricanisme. Et ça fait partie des valeurs, des idées que Thomas Sankara avait défendues. Mais justement, est-ce à dire que l'idée, quand on parlait tantôt tout simplement, pour faire de ce sankarisme justement une idéologie, est-ce qu'on doit repartir aussi à l'origine, peut-être s'inspirer d'un parti comme le RDA, justement, au début, justement, qui avait aussi... Mais absolument, absolument. Si vous prenez la logique qui était celle des partis politiques dans les années 50, c'est pas seulement le RDA. Prenez le PAI, qui a été créé à Dakar, qui avait ses branches au Niger, en Haute-Volta, au Togo. Le RDA, c'était la même chose. Daniel Louison Coulibaly a fait une grande partie de sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Boubou Hama, le premier président de l'Assemblée nationale du Niger, son premier poste, c'était à Dori, etc., etc. Mais après, les dirigeants africains des années d'indépendance ont mis fin à cette expérience, je dirais, panafricaine, en resserrant les frontières et autres. Et on s'est retrouvé avec des partis politiques qui étaient confinés dans des logiques nationales. Donc il va falloir revenir aussi à cette idée. Parce que les idées que Thomas Sankara défendait, la question par exemple du découlage économique de l'Afrique ne peut être posée que dans un cadre panafricain. D'accord. Donc, dans un cadre panafricain, Maître Sankara, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un vœu pieux? Parce que si on se rappelle que pendant la campagne électorale, l'une de vos ambitions, c'est de financer le budget et appeler la population à contribuer tout simplement au développement du pays. Bon, on voit aussi des gens qui se demandaient si réellement c'était possible. Est-ce que ce n'est pas un idéal, voilà, justement, peut-être, pour ne pas parler d'idéalisme, voilà, peut-être vers lequel on aspire, mais en réalité, les gens veulent, mais ils ne sont pas prêts à consentir les sacrifices? Très bonne question, parce que c'est une espèce de dialectique. C'est comme si on voulait une chose et son contraire. Mais c'est là aussi le rôle des partis politiques que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons fait pour que le peuple adhère suffisamment à ce que nous défendons? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qui mérite d'être corrigé? Si tant est que aujourd'hui, la grande majorité des Burkinabés se reconnaissent dans ces valeurs portées par le président Sankara, qui reste un modèle. Je pense qu'il y a un élément fondamental qui est la crise du parti politique en tant que tel. Parce que quand on suit l'évolution historique et quand on regarde le contexte mondial dans lequel on s'est retrouvé, la question était de savoir est-ce que l'Afrique peut prospérer avec des idées progressistes. Est-ce qu'un pays peut à tout seul survivre avec des idées progressistes? Et Sankara d'ailleurs l'avait dit devant l'OUA sur la dette, quand il disait mais si je suis seul à prendre cette décision, je ne serai plus là. Effectivement, les chefs d'État ont pouffé de rire. Mais effectivement, on l'a assassiné. Quelle leçon nous tirons de l'assassinat du président Sankara? Quelle leçon nous tirons de l'assassinat de tous ces panafricanistes qui ont voulu l'unité africaine pour qu'on puisse effectivement se développer? Donc, quand vous êtes dans le désert en train de prêcher, ce n'est pas sûr que, quelle que soit la pertinence de vos propos, vous serez entendu. Et chaque fois, nous disons à l'UNIR PS qu'il ne faut jamais faire un pas sans le peuple. Donc, le niveau de conscience politique que le peuple doit avoir, on doit être des artisans, des acteurs, pour que ce niveau-là soit capitalisé en action politique. Et on l'a vu avec l'insurrection. J'ai dit une insurrection ne se décrète pas. Ça a été une maturation, une préparation jusqu'à ce que le peuple prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, pour revenir justement à votre question, pour que le développement endogène participatif soit le moteur, le levier du développement du Burkina Faso, il faut effectivement que tous les Burkinabés comprennent que c'est à eux de prendre en main leur destin. Mais nous parlons de gouvernance.
Si ceux qui dirigent, les autorités politiques, ne donnent pas l'exemple, ne sont pas capables de faire comme Sankara, mais le peuple ne va pas suivre. Mais justement, maître, avec l'expérience que vous avez avec votre parti, est-ce que vous ne vous dites pas que le peuple n'arrive pas aussi à comprendre ce que portent, en tout cas, ces valeurs de maître Sankara, ceux qui prêchent justement le sankarisme? Mais bien sûr que nous sommes dans un contexte défavorable. N'oubliez pas que les premiers partis politiques sankaristes qui sont nés, aujourd'hui, ils sont où? Quand vous suivez l'évolution des partis politiques, à un moment donné, le vrai problème, c'était la question de l'unité. Et chaque fois, je dis, l'unité ne se décrète pas. L'unité, c'est une action collégiale autour d'un objectif commun, autour d'un idéal. Mais nous sommes justement en train d'idéaliser le président Thomas Sankara. Et tant que ça sera un idéal, à la limite, à un moment donné, on dirait que c'est une utopie. C'est comme si les Burkinabés ne sont pas capables de sursaut pour dire effectivement nous assumons notre intégrité. Justement, ce qui fait dire à certaines personnes que le sankarisme, c'est Thomas Sankara. Autrement dit, on ne peut pas avoir de sankarisme en dehors du président Sankara. Mais c'est un point de vue. Par contre, si nous sommes d'accord que son action politique demeure un héritage, un patrimoine commun à tous les Burkinabés, pourquoi justement ne pas en faire un objet de développement politique et économique? Et je crois qu'aujourd'hui, la question effectivement qui est posée, avec bien sûr déjà la décision d'en faire un héros national, et il faut remonter au collège de sages. L'idée n'est pas d'aujourd'hui. Il y a déjà une rue. Ailleurs dans le monde, vous avez des rues, des places publiques qui portent son nom. Des artistes chantent Thomas Sankara. Il y a des studios qui portent son nom. Donc vous voyez que l'homme, il est devenu immortel. Et pour moi, ce qui est plus important, ce sont les idées. Les idées ne meurent jamais. Les idées ne meurent jamais. Docteur, c'est vrai qu'on est en train d'épiloguer sur le sankarisme en particulier, alors qu'il y a d'autres idées justement qui ont été développées et qui s'inspirent de ce développement endogène. Quelle appréciation vous pouvez faire par exemple du grégarisme que propose le docteur Laurent Bado? Oui, je pense que c'est une idéologie qui a le mérite justement d'être endogène. Parce que le professeur Laurent Bado, le parent, a puisé dans le patrimoine traditionnel, le patrimoine local, pour élaborer cette idéologie. Et dans le fond, quand on observe, on constate que c'est une synthèse du libéralisme et du socialisme. Donc c'est à peu près proche de la social-démocratie. Mais ce qui me paraît fondamental dans le grégarisme, c'est le fait de nier la lutte des classes. Parce que ça, c'est un des débats fondamentaux qui est posé entre les socialistes scientifiques d'obédience marxiste et puis les autres socialistes. Quand vous prenez le socialisme du MLN, de Joseph Kizerbo, c'est un socialisme qui s'inspire de certaines valeurs religieuses et qui rejette également l'idée de la lutte des classes. Parce que c'est un débat qui est posé sur le plan doctrinal. Est-ce que la société africaine se prête à la lutte des classes? Si vous lisez les auteurs comme Cheikh Anta Diop, comme Léopold Sédar Senghor, ils ont soutenu justement l'idée que la société africaine telle qu'elle est organisée, de par sa configuration, de par son économie politique, c'est une société qui ne se prête pas à la lutte des classes. Cheikh Anta Diop l'a montré. Le féodalisme tel qu'il a existé en Occident, par exemple, n'a pas existé dans aucune société africaine. La seule société qui s'est approchée de ce système, c'est l'Éthiopie, à un moment donné de son évolution. Et donc, le système africain faisait que les couches qui étaient considérées comme marginalisées étaient impliquées dans la gouvernance, y compris dans l'armée, y compris dans le système économique. Et ce qui fait dire à Cheikh Anta Diop que si on devait avoir une révolution sociale en Afrique, cette révolution devait être menée par les élites et non pas par les masses. Tout simplement parce que l'originalité du système africain fait que l'ensemble des couches de la société sont impliquées dans la gouvernance et participent justement à la répartition des richesses. Et donc c'est cet aspect de la société africaine qui n'a pas été suffisamment étudié par les courants marxistes,
qui fait qu'on parle de lutte des classes, on parle de confrontation, mais ça a du mal à prendre dans le contexte africain parce que la société africaine a des spécificités. D'accord. Est-ce à dire que selon vous, quand on parle de grégarisme de professeur Laurent Badou, encore le MLN qui a été développé, et le socialisme justement selon le professeur Roger Kizerbo, le sankarisme transcende ces idéaux? Non, comme je l'ai dit, le sankarisme il est hybride. Hein. Vous allez trouver un peu de grégarisme dans le sankarisme qui reconnaît également l'importance des systèmes traditionnels africains, par exemple la question de la solidarité, la question des langues nationales et autres. Vous allez également retrouver un socle socialiste, avec également une dimension communiste, avec du panafricanisme, avec de l'anti-impérialisme. Donc c'est tout ça qui fait, je pense, l'originalité de la pensée sankariste. Alors l'avantage de Sankara, c'est quoi? C'est le fait que ça n'a pas été qu'une doctrine. Et je pense que c'est même après l'exercice du pouvoir par Thomas Sankara que les gens sont en train de tenter de conceptualiser. Mais ça a été beaucoup plus une pratique. C'est quelque chose qu'on a vu sur le terrain. Ça n'a pas été que des discours. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des pages, qui ont rédigé des thèses, mais du point de vue de la pratique, on constate qu'il y a un fossé. Et je pense que ce qui fait justement l'originalité du sankarisme, c'est le fait que ça a été une expérience concrète. Ça a été une expérience concrète où le Burkina a administré une leçon au monde, surtout aux pays africains, qui a fonctionné sans un rond du FMI de 83 à 91. Et paradoxalement, c'est pendant cette période où le pays a fonctionné de façon endogène, où il a pu réaliser des merveilles. Il y a eu des grands bonds en avant. Tous les indicateurs sur le plan social, sur le plan économique, ont connu une certaine évolution positive. Donc, est-ce à dire que, en tant que spécialiste de ces questions, si on doit tendre vers une idéologie, en tout cas pour ce qui concerne le développement du Burkina Faso, on doit essayer de transcender les questions de social-démocratie, de libéralisme et autres pour essayer de se diriger vers de telles pensées? Moi, je pense qu'il faut puiser dans toutes les idéologies. Quand vous regardez des pays aujourd'hui comme la Chine, comme le Vietnam, mais c'est des pays qui ont compris par pragmatisme qu'ils ne pouvaient pas rester dans le seul carcan communiste. Sinon, ils allaient être balayés depuis très longtemps par des insurrections. Voilà. Donc, ils ont compris que le libéralisme a ses forces. Voilà, le libéralisme a ses forces. Vous savez, Joseph Kizerbo le dit, il est parti en Union soviétique, même les salons de coiffure appartenaient à l'État. Mais c'est dingue. C'est dingue, c'est Joseph Kizerbo qui le dit. C'est-à-dire que chaque système a ses forces et ses faiblesses. Et je pense qu'une nation qui veut avancer aujourd'hui doit pouvoir puiser dans toutes les idéologies. D'accord. Donc, c'est ça, je pense, le défi. Et moi, ma doctrine est en matière bon, pas ma doctrine, je vais dire ma vision, par exemple, en matière de politique publique, en matière de développement, c'est qu'au Burkina Faso, et c'est la même chose pour les pays africains, on peut transcender les clivages idéologiques pour construire un référentiel du développement. On peut transcender ça. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les partis politiques du point de vue doctrinal, du point de vue idéologique. Donc pourquoi ne pas justement s'accorder sur des fondamentaux en matière de développement et avancer? C'est ça l'idée que j'ai, parce que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, qu'il y ait un débat de fond sur les priorités. Mais écoutez, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas accès au logement. Mais vous allez avoir quelle priorité? Donc la question est de savoir comment inscrire le développement dans une dimension stratégique. J'ai des problèmes avec la temporalité des élections, qui de mon point de vue, est un obstacle aux perspectives de développement. Parce que la temporalité des élections, vous faites allusion à quoi? Non, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient au pouvoir, une équipe vient au pouvoir, elle veut avoir des résultats dans 5 ans. Et on se précipite, on écrit des documents souvent à la hâte parce qu'après les 5 ans, il faut donner des résultats. Or, le développement nécessite qu'il y ait quand même un certain nombre d'investissements dans des secteurs prioritaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas de priorité. Quand vous prenez le PNDS, là, quelles sont les priorités? On ne les connaît pas. La priorité, ça semble justement à la réélection. Mais est-ce justement dans ce sens, docteur, qu'il faut peut-être, il y en a qui proposent à ce qu'on supprime, peut-être qu'on ait des mandats qui vont durer peut-être 8 ans, 10 ans. Non, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. La solution pour moi, c'est que les acteurs politiques, les forces vives s'accordent sur un référentiel du développement, sur une vision stratégique en matière de développement. Ça veut dire quoi? Regardez qu'est-ce qu'on a fait pendant la transition. Le pacte pour le renouveau de la justice. Ce n'est pas le programme d'un parti. C'est les forces vives qui se sont assises pour réfléchir, pour dire voilà comment on veut réformer notre justice. Ce n'est pas le programme d'un parti. Si on veut réviser le pacte pour le renouveau de la justice, on convoque les forces vives. D'accord, docteur, on va revenir avec... Voilà, non, je vais préciser parce que c'est extrêmement important de mon point de vue. C'est-à-dire, si on s'entend sur un référentiel du développement, on dit dans les 5 prochaines années,
dans les 10 prochaines années, voici les priorités du Burkina Faso. Quel que soit le président qui va venir au pouvoir, s'il veut réviser ce pacte-là, il convoque les forces vives. Mais est-ce que ce n'est pas l'échec justement des élites? Parce que si vous prenez des pays, peut-être on va parler des grandes puissances, des pays peut-être comme la France à laquelle on se réfère très souvent, il y a eu un travail de fond. Si vous prenez que ce soit même au niveau de la langue, au niveau de tous les instruments, les intellectuels ont réfléchi. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un canal justement... Mais justement, si vous prenez les pays développés là, pour changer les politiques, moi j'ai posé la question à l'ASDI, l'Agence suédoise de développement international. J'ai dit, dans quelles conditions vous changez votre politique étrangère? On m'a dit que ce n'est pas le changement de régime. C'est suite à des évaluations. Ça veut dire que l'État... Mais regardez la France. Qui a remis en cause les fondamentaux fixés par le général de Gaulle? Personne. Même la constitution de la 5e République, les gens comme Mitterrand, qui étaient dans l'opposition, disaient quoi? Que c'était une constitution qui était taillée à la mesure de Gaulle. Quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'il a constaté que la chemise aussi était bonne pour lui. La politique étrangère de la France n'a pas varié depuis De Gaulle dans ses fondamentaux. Parce que les Français, les élites politiques françaises se sont accordées de façon implicite sur un minimum sur les fondamentaux. C'est ça qui manque dans les pays africains. Maître Sankara, justement, est-ce que ce n'est pas là l'échec? Tantôt, je lui demandais si ce n'est pas l'échec des élites de façon globale, mais est-ce que justement les hommes politiques n'ont pas leur part de responsabilité? On a l'impression qu'on est plutôt intéressé par justement la quête du pouvoir que par le bien-être des populations. Pour illustrer vos propos, quand vous prenez justement des pays comme la France, les États-Unis, qui sont des pays multipartisans, vous voyez qu'au sommet, il y a toujours 2 ou 3 partis politiques qui émergent et qui ont de la visibilité. Au Burkina Faso, vous prenez, à contrario, vous avez plus d'une centaine de partis politiques, avec la règle qui est que chaque parti politique est égal à chaque parti politique. Donc du coup, on a vraiment l'impression que les fondamentaux dont parle le docteur tout à l'heure sont à la limite oubliés au profit de querelles partisanes. Si fait quand on va à une élection, on se rend compte que c'est des promesses électorales en vue purement et simplement de profiter d'une situation, de se faire élire. Et une fois élu, on se rend compte d'une triste réalité face à laquelle, effectivement, on est désavoué par le peuple. Donc, il faudrait que les politiques, tout comme la société civile, s'accordent. Je ne dirais pas sur une démocratie consensuelle, mais il faudrait un consensus à la limite nationale sur ces fondamentaux que nous partageons. Et tout à l'heure, dans mon développement, j'ai dit qu'il y a un terreau favorable parce que les Burkinabés, après l'insurrection et après la résistance active, nous avons eu affaire à un peuple uni comme une nation autour de ces fondamentaux-là. Maintenant, il appartient aux politiques de les incarner et de les porter. Mais justement, comment est-ce que cela peut se faire? Parce que le docteur parlait tout de suite de référentiel. Comment on peut aller vers ce référentiel? Non, mais c'est la gouvernance, et c'est le courage politique, c'est l'exemple. Et tout à l'heure, quand on parlait du président Thomas Sankara, mais il y a combien d'années en arrière? Mais c'est parce qu'il a eu ce courage d'incarner les aspirations de son peuple, de le dire et de les traduire en action politique concrète. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Rien n'a changé. L'action politique, tout à l'heure, dans la définition de l'idéologie, nous avons tous dit que si c'est un système de pensée, ce système devrait être le socle, le fondement qui dicte l'action politique. Donc, nous devons être d'accord que les Burkinabés ont les mêmes rêves, ont les mêmes aspirations et que les politiques devraient justement amener la meilleure gouvernance qui corrobore ces aspirations-là. Si vous n'êtes pas en phase avec votre peuple, vous êtes désavoué par le peuple. D'accord. Maintenant, est-ce que cela s'inscrit tout simplement? C'est vrai qu'à plusieurs occasions, vous l'avez dit, dans l'alliance justement entre votre parti et le parti au pouvoir, est-ce justement faire le pas vers justement ce référentiel, en tout cas cette vision des choses? Mais je vous ai donné l'exemple de l'UPAD pour dire que déjà en 2000, donc il y a 16 ans, quand nous naissions dans le
Carcan, dans le conseil des partis politiques sankaristes, où il y avait déjà une dizaine, notre vision, notre option a été toujours de dire que pour nous, l'idéal que nous voulons défendre, en nous inspirant de l'exemple du président Thomas Sankara, c'est faire en sorte que ces valeurs partagées-là, nous puissions les défendre. Après l'insurrection, il y a eu des élections propres, des élections crédibles qui ont été acceptées par les perdants. Mais les Burkinabés, de mon point de vue, avaient choisi un candidat et son programme, en disant, effectivement, pour 5 ans, il peut porter les rêves des Burkinabés, réaliser un certain nombre de choses au plan de l'éducation, au plan des infrastructures, de l'emploi et tout ce que vous voulez. Le maçon, c'est au pied du mur. Nous avons dit à l'UNIL-PS que notre premier souci, c'est la paix et consolider nos institutions en évitant encore de basculer dans une crise post-insurrectionnelle. Imaginez ce que ça peut être. Avec nos 5 députés, effectivement, nous avons accepté d'aller à la majorité en disant que le Premier ministre, qui en sera issu, va défendre un programme dans lequel nous retrouvons. Et il y a ces fondamentaux avec le MPP qui se réclament de la social-démocratie, donc qui est de la grande gauche, comme l'UNIL-PS. Donc, idéologiquement, on n'a pas de problème. Politiquement, on a appartenu tous ensemble à l'opposition avant la fuite de Blaise Compaoré. Donc, on a défendu à un moment donné la même plateforme. Et troisièmement, nous avons pensé qu'avec une Assemblée nationale aussi équilibrée, eh bien, le débat démocratique devrait trouver son ancrage pour permettre finalement aux Burkinabés d'apprécier l'action politique ou de la sanctionner. D'accord. Merci à vous, maître. Donc, je termine avec vous. Et docteur, vous parliez de référentiel. Le maître est tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller vers ce référentiel? Est-ce que vous pensez que les hommes politiques aujourd'hui sont disposés justement à accepter qu'on leur impose le pas à suivre? Non, je ne pense pas que les hommes politiques soient fondamentalement opposés à ça. Mais docteur, on a vu après l'insurrection, il y a un travail fondamental très intéressant qui a été fait par la Commission nationale des réformes de la réconciliation, notamment des propositions, et on a l'impression que le régime justement issu de l'insurrection ne travaille pas avec ces propositions faites par cette commission. Ce n'est pas seulement le régime issu de l'insurrection, même pendant la transition, moi j'étais membre de cette commission, j'étais rapporteur de la sous-commission en charge des réformes constitutionnelles et politiques, et bon, on a constaté qu'il y a une faible appropriation quand même de ce rapport. Une faible appropriation. Et par exemple, on avait voulu que la Constitution soit quand même adoptée, soit dans le cas des élections de sortie de transition. Malheureusement, il y a eu les perturbations liées au putsch manqué et on a eu l'impression, en tout cas pendant la transition, que ce n'était pas une priorité pour les acteurs politiques. Maintenant, je pense que c'est un processus, le rapport est là. Il appartient à l'ensemble des citoyens de s'approprier ce rapport-là, qui contient vraiment des réflexions assez pertinentes. Hein. Tout à fait dans beaucoup de domaines, les finances publiques, les élections. Et c'est ça mon plus grand regret, en tout cas pour ceux qui ont de la transition, c'est le fait qu'on n'ait pas pu passer à la 5e République. Et vous voyez, actuellement, depuis avril, on a nommé une commission, mais jusqu'à présent, cette commission ne s'est pas réunie. Jusqu'à présent, moi je suis membre de la commission constitutionnelle, jusqu'à présent, on ne nous a pas convoqués. L'installation officielle, il semble que c'est le jeudi. Oui, vous êtes convoqué pour le 29. Ah d'accord. L'installation officielle, voilà. Ah d'accord, merci de l'information, je vais nous l'apprendre. Merci, bien voilà. Mais je pense qu'au-delà des questions constitutionnelles, peut-être que justement ce débat constitutionnel-là va permettre de poser le débat. Parce que, en fait, il s'agit de refonder la gouvernance en fonction des spécificités, des besoins des Burkinabés. Voici par exemple moi ce que je pense de la gouvernance locale. Moi je pense qu'on n'est pas obligé d'aller aux élections pour choisir nos élus. Pour choisir, pas nos élus, nos représentants au niveau local. Moi je vois la gouvernance locale, la décentralisation comme un processus de gestion participative, de mise en œuvre de la démocratie participative. Où on peut avoir dans une commune, par exemple, un certain nombre de quotas, dit que l'opposition aura 20 conseillers, la majorité aura tel nombre de conseillers, la société civile. Et les composants se retrouvent entre elles pour désigner les représentants. Et les forces vives qui vont se retrouver au niveau de la commune vont dégager une feuille de route que le maire va se charger de mettre en œuvre.
Mais vous voyez qu'aujourd'hui, les élections, au lieu de contribuer à la pacification de nos sociétés, les élections ne font que accentuer la conflictualité. D'accord, merci. Voilà. Docteur, on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, donc certainement qu'on aura d'autres occasions pour revenir surtout sur la vision pour la gouvernance ici au Burkina Faso. Donc c'est tout pour cette émission Dimanche politique de ce jour. Je rappelle que j'étais avec Maître Sankara, donc président de l'Union PS, l'Union pour la Renaissance, Parti sankariste. Merci Maître de répondre à notre invitation. Également était avec nous sur ce plateau Dr Abdul Karim Saïdou. Dr Abdul Karim Saïdou est enseignant-chercheur à l'université Ouaga 2. Merci à vous, docteur, également, de répondre à notre invitation. La mise en onde de cette émission a été assurée par Adama Konate. Bassira Toukilo était là pour les services web. Alpha Oumar Doussa à la caméra. Et Ousmane Paré à la présentation. L'information continue sur la radio Omega.